Bienvenue à cette table ronde sobrement intitulée L'Expo pour les pros, qui vise à circonscrire un terrain miné ou pas, l'exposition appliquée à l'édition et à l'illustration. Comment monte-t-on une exposition? Quelles sont les obligations? Tout le monde peut-y aller s'y mettre? Quel contrat? Et bien plus encore. Pour répondre à ces questions et peut-être trouver des ébauches de solutions, puisqu'on le verra, ce n'est pas si simple et surtout ça ne s'improvise pas, Centrale Vapeur a invité Élise Canaple, responsable adjointe de la médiathèque de Schiltigheim, actuellement en construction, qui a été responsable durant 13 ans du centre d'illustration de la médiathèque Malraux, qui regroupe une collection et un fonds patrimonial. Dans ce cadre, elle a aussi été commissaire d'exposition et a coordonné un certain nombre d'expositions itinérantes dans le réseau de lecture publique de la ville. Bonjour Élise. Claire Perret, juste à côté de toi. Tu es illustratrice, tu as rejoint les éditions 2024, éditeur de bande dessinée et romans graphiques en 2015, pour développer justement les expositions en lien avec leur catalogue. On le verra, les expositions font clairement partie du modèle économique des éditions. Bonjour Claire. Bonjour. Et enfin, Vincent Godot, tu es auteur-illustrateur et tu montres régulièrement des expositions, notamment avec Agathe Demois, ce fut le cas avec Cache-Cache-Ville, livre aussi conçu à deux, et une exposition qui tourne régulièrement. En dehors de ça, tu réalises des installations, des sculptures au sein de structures culturelles qui parfois accompagnent des spectacles. Bonjour. Bonjour. Alors je tiens à excuser Roland Gergen, régisseur du CA qui devait être parmi nous, il est malheureusement absent et tient à s'en excuser. Alors j'aimerais qu'on commence déjà par définir ce que ça signifie d'exposer de l'édition et de l'illustration. Pourquoi faire? Vincent Godot, comment et pourquoi tu as commencé? Alors, nous, du coup, je vais dire nous parce qu'effectivement, il y a les expos les plus abouties et les dernières, on les a conçues ensemble, en lien avec des livres qu'on avait dessinés et inventés tous les deux. Et donc, j'ai déjà oublié la question. Comment et pourquoi tu as? Ah oui. Et donc, en fait, les expositions, pour nous, c'est venu presque avant, voire en même temps que les livres. Donc on les a, par exemple, les deux livres qu'on a fait avec un système de loupe et de filtre rouge. Avant les livres, on a notre première expérimentation commune, c'était une expo à Nancy, dans une galerie, où on avait dessiné des grands animaux au format affiche avec cette technique. Et c'est en montrant ces affiches à des éditeurs, en discutant avec, qu'on a commencé à réfléchir à un livre. Donc en fait, assez naturellement, une fois que les projets de livres ont avancé, on est retourné à cette idée d'exposer les images qui sont très détaillées, qui marchent bien en grand et qu'on a envie d'explorer sur des grands formats. Et donc voilà, donc ça a découlé assez naturellement. Je pense que la nature des images, effectivement, comme on a envie de les voir en grand, de pouvoir les explorer, surtout ça s'utilise avec une loupe, donc il y a cet objet-là qui physiquement donne envie de se promener et tout ça. Donc le format exposition fonctionnait bien. Et puis après il y a aussi le fait que, peut-être moi par mes expériences passées de conception de décors, de vitrines animées, de sculpture aussi, j'avais ce goût-là de la construction, du grand format, du volume. Et donc une fois les livres terminés, souvent on avait plein de choses qu'on n'avait pas pu mettre dans les livres, qu'on avait envie de raconter. On a eu envie de poursuivre nos images, notre univers, sous une autre forme. Et donc, des fois, d'ouvrir, on va dire, une suite, un autre chapitre, sous le format exposition. Donc, on a souvent privilégié ça, presque plus que de montrer les crayonnés des originaux, qui sont chez nous un petit peu fouillis, et en plein de petits morceaux, tout ça, qui ne sont pas forcément très séduisants. Et donc, ça, on les montre parfois, mais on avait surtout envie presque de faire la suite du livre ou un autre. Enfin, des choses qui découlent de l'univers sous un format, sous grand format, des choses à explorer à l'échelle du corps, dans un espace. Voilà. Et, concrètement, je le disais, les expositions font partie du modèle économique des éditions 2024. Est-ce que vous gagnez de l'argent? Est-ce que ça porte aussi les livres
qui sont liées à ces expositions, enfin, être un peu concret sur ce que ça vous apporte au-delà d'augmenter la proposition narrative d'un livre. Alors ça, il y a plusieurs choses. Il y a une chose dont on s'est rendu compte, auquel on n'avait pas réfléchi au début, mais c'est qu'il y a un vrai cercle vertueux d'avoir un livre qui existe aussi ensuite sous d'autres formes, et en fait de proposer une exposition, des ateliers, des choses comme ça autour du livre. Clairement, c'est vrai qu'il y a des livres qui en librairie vont peut-être bien marcher, mais au bout d'1 an ou 2 vont vite être oubliés. Là, nous, ça fait 5-6 ans que les livres sont sortis. Il y a encore des gens qui les découvrent ou qui découvrent l'exposition et en fait, du coup, l'expo va être programmée quelque part, les gens vont redécouvrir le livre et ainsi de suite, où on va nous proposer de faire un atelier et puis du coup, ça va nous ouvrir une expo dans un festival. En fait, ça rebondit et j'ai l'impression que ça dure depuis des années, alors que je pense que sinon le livre aurait été un peu enterré depuis. Donc ça, c'est une chose. Après, nous, quand on a commencé à faire des expositions, on ne savait pas trop où on allait. On a commencé petit, avec notamment en essayant de faire perdurer, par exemple, des vitrines animées que j'avais créées et que je me disais, c'est dommage de la montrer un mois dans une librairie et puis de la mettre à la poubelle, donc on va essayer de continuer à les montrer. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait un peu des ouvertures, une envie de montrer des choses comme ça. Moi, comme j'aime bien créer des choses en volume, je disais, j'ai commencé à me dire, c'est aussi en fait une autre moyen d'expression, donc je vais imaginer des expos. Et là, voyant que ça marchait plutôt bien, à un moment avec Agathe, on s'est dit, ok, on va essayer de concevoir des kits un peu tout fait, clé en main, qu'on va proposer. Et effectivement, ça pourrait devenir une activité parallèle. Comme nous, on a pas mal de copains qui sont profs 1 ou 2 jours par semaine ou qui font des commandes peut-être un peu plus alimentaires pour vivre à certains moments, tout ça. On s'est dit, nous, c'est chouette, c'est notre travail, c'est ce qu'on a envie de faire. C'est aussi, justement, ça développe aussi l'univers de nos livres. On va se consacrer à certains moments à faire tourner nos expos, de la diffusion, tout ça. Il y a une partie du travail qui est un peu moins excitante que la création pure, parce qu'il y a de l'administratif, de la logistique, de l'organisation, tout ça. Mais on s'est dit que ça nous fera un petit truc de fond qui tourne. Et on ne s'attendait pas à ce que ça marche aussi bien. Ça va être dur, au point qu'on essaie presque, nous, on en parle très peu en se disant il y a un moment où ça n'a plus trop de place presque. J'arrivais plus trop à créer des nouveaux livres, à faire de l'illustration parce que j'ai passé 6 mois complets à préparer des modes d'emploi pour monter des trucs, fabriquer une pièce d'expo. Il y a beaucoup d'à côté nécessaires à faire tourner une expo que j'avais pas imaginé tout de suite. Après, une fois que tout ça est en place, ça peut devenir plus fluide, mais voilà. Et du coup, effectivement, Agathe et moi, c'est quand même depuis quelques années, ça peut être un tiers de nos rémunérations ou quelque chose comme ça. C'est un peu fluctuant, mais et si je pense qu'on voulait le faire plus, il y aura des possibilités. Si on démarchait un peu et tout ça, je pense que ça pourrait prendre de l'ampleur. Il y a des moments où on s'est retrouvé un petit peu à se demander si est-ce qu'on va plus gros, est-ce qu'on en fait plus, qu'on voit plus gros et que du coup limite il nous faut une personne qui nous aide pour faire des choses comme s'occuper d'emballer, préparer le transport, des trucs qui nécessitent pas d'être le créatif qui connaît bien l'expo et tout ça pour faire. Ou aussi il y a plein de petits trucs à réparer, il y a plein de petites actions qui prennent du temps. Et au final, on a plutôt choisi de pas faire trop de promos pour que on s'imaginait que ça allait s'éteindre un petit peu à petit feu et puis que quand on aurait eu un prochain projet, on serait content de rebosser dessus plus. Voilà, donc on laisse couler un peu pour l'instant. Alors ton intervention a déjà tiré pas mal de fils possibles autour de cet échange. Donc vous faites tout de manière indépendante et autonome. Vous assumez des compétences en plus de ce que demandent vos métiers, c'est-à-dire l'écriture et le dessin autour de livres par exemple. Mais on en parlera plus tard. J'aimerais, Claire Perret, que tu réagisses aussi et que tu complètes,
puisque les éditions 2024 envisagent de manière particulière les expositions autour de leur catalogue. Elles deviennent, et c'est le cas aussi pour Vincent et Agathe, des prolongements des livres. Et une narration bien particulière et différente existe lors de ces expositions. Je crois que c'est quand même important de le mentionner, puisqu'exposer de l'édition ou de l'illustration ou de l'illustration ne consiste pas à juste ouvrir un livre et puis basta, quoi. Oui, c'est ça. Nous, on s'est toujours un peu refusé à exposer les originaux sous cadre. C'est pas que ça nous intéressait pas, mais on trouve que les originaux, ils sont faits pour être dans les livres. C'est initialement les pages d'un livre. Et du coup, exposer des pages de livres sur un mur, c'était redondant et ça apportait rien de plus, ni au livre ni à l'auteur en l'occurrence. Donc on a toujours travaillé avec les auteurs qui parfois avaient des envies très particulières autour de leurs livres, mais pas forcément un savoir-faire ni dans la fabrication, ni un réseau, comme tu dis, Vincent, qui lui prend un temps fou à développer, à connaître, plein d'à côté justement purement administratifs qui prennent un temps assez colossal. Je suis cette personne que vous avez décidé de ne pas salarier chez 2024. Et donc nous, on s'est toujours appliqué à créer des structures qui apportaient une narration supplémentaire à ce que l'auteur avait déjà voulu dire dans son livre, et puis faciliter aussi l'accès. Alors la plupart du temps, on travaille pour le réseau de lecture publique, donc des médiathèques. On va en parler juste après. Voilà. Et c'est vrai que ces lieux-là ont des formats très variables, des budgets aussi très différents d'un lieu à l'autre. Et on voulait vraiment pouvoir donner à voir des expositions un peu spectaculaires dans des lieux qui n'avaient pas forcément des murs pour. Donc on fournit toujours des cloisons qui sont modulables. On essaye aussi de faire du clé en main, dans une certaine mesure, parce qu'on envoie quand même toujours un technicien avec l'exposition. On n'arrive pas encore à faire des choses qu'on peut envoyer dans des boîtes, ça marche pas. Mais voilà, enfin en tout cas, on essaie de travailler chaque fois avec les auteurs à développer leur univers et finalement à toucher des personnes qui sont pas forcément lectrices, mais qui sont spectatrices parfois, avant d'être lectrices. Voilà. Alors, oui, c'est très bien. Pour exposer, différents lieux peuvent être envisagés, les festivals, comme ici à Centrale Vapeur, les musées, les centres d'art et surtout, donc, les bibliothèques et médiathèques, partie du réseau de lecture publique. Élise, j'aimerais quand même que tu commences par définir ce qu'est un réseau de lecture publique, parce que je ne suis pas sûre que les gens sachent ce que c'est. Alors, les bibliothèques sont effectivement un débouché d'activités assez important pour les illustrateurs, que ce soit pour les expositions, pour les ateliers, pour les rencontres, etc. Alors des bibliothèques, il y en a de plein de sortes en fait. Il y a la bibliothèque communale de votre village, de votre petite ville, etc. Après, il y a l'échelon au-dessus, c'est quand les bibliothèques sont rassemblées. Par exemple, ici à Strasbourg, il y a un réseau de lecture publique. Donc, toutes les bibliothèques de la ville de Strasbourg, de l'Eurométropole, c'est tout un seul réseau. Donc, quand vous allez essayer de démarcher pour vendre une expo à ces gens-là, en fait, vous avez une personne qui coordonne l'action culturelle et les expos pour l'ensemble des 13 médiathèques. Donc, vous contactez une personne, elle va relayer à 13 bibliothèques. Par contre, si vous êtes dans une bibliothèque communale, vous allez rencontrer le bibliothécaire qui parfois est tout seul et a une équipe de bénévoles avec lui. Donc c'est pas tout à fait le même rapport et le même professionnalisme aussi, il faut le dire. Après, vous avez aussi ce qu'on appelle les bibliothèques départementales. Donc chaque département presque est doté d'une bibliothèque départementale. Et eux, ils aident toutes les petites bibliothèques. Donc celles où il y a juste un bibliothécaire et des bénévoles, celles où il y a 3 titulaires, etc. Et l'avantage, c'est que c'est pareil, vous démarchez les bibliothèques départementales et eux, ils ont un catalogue. Donc ils vont avoir différents formats. Soit ils vont relayer votre information à toutes les bibliothèques de leur réseau, soit ils vont carrément prendre l'expo pour eux
et ils vont la faire tourner dans leur réseau par eux-mêmes. Ce qui là peut être assez rentable parce que bon, ils vont acheter des expos ou alors ils vont les emprunter pour une certaine durée et eux ils gèrent toute la logistique, l'administratif ensuite dans leur réseau. C'est aussi souvent ces bibliothèques départementales qui vont gérer les opérations première page qui sont les livres qu'on offre aux bébés quand ils naissent pour lesquels on va démarcher des illustrateurs et des auteurs pour fabriquer ce livre-là. Et souvent, c'est associé à une expo qui est produite par la bibliothèque départementale. Donc là, ça veut dire que vous allez avoir un régisseur, etc., de la bibliothèque départementale pour vous aider. Et donc du coup, voilà, il y a plein de types de bibliothèques. Il faut quand même se dire qu'en France, il y a 16 500 bibliothèques. C'est le plus gros réseau culturel de France. Donc c'est ce qui touche au plus près de la vie des gens. Vraiment, la plupart des gens, ils ont 20 minutes à faire et ils ont une bibliothèque à côté de chez eux. Par contre, comme tout ce qui est de tailles diverses et variées, comme disait Claire, vous avez des budgets, vous avez des moyens très différents les uns des autres. Et dans les petites bibliothèques, les murs, ils servent à mettre des livres en fait, ils ne servent pas à mettre des cadres. Donc effectivement, vous allez avoir des situations où il n'y a pas de mur. Ou alors la grille caddie, ce grand habit du bibliothécaire, ce grand ennemi de l'illustrateur. Donc voilà, bon après, faut être tout terrain. Et c'est vrai que le réseau des bibliothèques, c'est le réseau des bouts de ficelle. Parce que vous avez des très grosses bibliothèques. Le Havre qui fait des très belles expositions d'illustration en lien avec le festival. Vous avez Françoise Sagan à Paris qui est liée avec Formula Bula, donc vous avez aussi des super expos. À Strasbourg, vous avez la médiathèque André Malraux, vous avez une belle salle d'exposition à Olympe de Gouges, pareil. Mais dans la plupart des bibliothèques, quand on conçoit une bibliothèque, on ne met pas forcément une salle d'expo avec. Donc voilà, il faut être prêt à faire du tout-terrain. Mais bon, comme dit, si les bibliothèques, c'est le lieu de la médiation culturelle en bout de ficelle, les illustrateurs, la bout de ficelle, ça les connaît aussi. Et pourquoi ce réseau s'intéresse précisément à ce genre d'exposition? On en parlait hier, alors il y a 2 cas de figure, j'aimerais que tu en parles quand même de ces cas de figure-là. Oui, donc en fait, le lien forcément, les bibliothèques, elles veulent faire de la médiation du livre. Et donc, faut se dire que le public captif des bibliothèques, c'est souvent les enfants. Donc, du coup, les bibliothécaires, le livre illustré, ça leur parle vraiment beaucoup. Parce qu'en gros, c'est leur public captif, c'est leur locomotive de presse. Voilà, on drague les parents par les enfants. Donc, du coup, l'illustration, ça parle. Mais alors après, il y a 2 cas de figure. Soit ils vont emprunter quelque chose de clé en main, soit ils vont se dire « Ah bah j'aime beaucoup le travail de cette personne et je vais essayer de monter un projet avec cette personne ». Donc il va y avoir les 2 cas de figure de soit on va vous commander une expo, vous allez monter avec la bibliothèque, quels que soient ses moyens, soit elle va juste chercher à piocher dans un catalogue, elle donne une certaine somme d'argent et elle a quelque chose de clé en main. Et ils ont l'habitude d'avoir du clé en main parce que toutes les bibliothèques qui travaillent avec une bibliothèque départementale, on leur fournit du clé en main. Mais je veux dire, même les comptes, on leur fournit du clé en main, ils ont des catalogues et ils cochent comme la Redoute et on leur livre une animation toute prête. Donc du coup, ils ont cette habitude-là. Donc c'est vrai que parfois les illustrateurs, ça peut être déroutant quand t'es pas prêt. Et que la personne, elle te regarde et elle attend que tu fasses le montage et qu'il y ait les cartels qui soient faits, et que tout soit prêt en fait, parce que c'est pas leur métier, leur métier c'est d'acheter des livres, mais c'est pas leur métier de monter des expos. Donc les bibliothèques où il y a des gens dont c'est le métier de monter des expos, c'est quand même relativement rare et c'est les très grosses où il y a des vraies belles salles d'exposition. Mais il faut faut jauger son interlocuteur avant de se lancer. Alors on le disait, c'est quand même le réseau de lecture publique est l'endroit où s'expose le plus l'édition et l'illustration. Claire Perret, il semblerait que ce soit le cas depuis une bonne dizaine d'années et qu'exposer dans le cadre de festivals ou de musées soit bien plus récent. Comment est-ce que tu expliques tout ça? Je pense que c'est un peu la vitrine et l'opportunité là. Effectivement, à force de faire des formats d'exposition assez particuliers avec vraiment de la menuiserie, nous on fabrique du mobilier d'expo, on a quand même une scénographie construite matériellement qui prend de la place, du volume. Je pense que en tout cas nos premières commandes de musées, elles ont eu lieu en Suisse et ici. En l'occurrence parce que les personnes connaissaient notre travail et avaient déjà vu en espace, en volume, nos expositions. Et c'est peut-être ça qui a pu donner un nouvel élan ou un élan différent à nos expositions. Et puis, fort de cette expérience, on a travaillé avec les musées de Toulouse aussi.
et puis qui sait, peut-être d'autres après, mais c'est vrai que c'est pas du tout le même réseau, absolument pas, il n'y a aucun lien. Donc c'est vraiment de la chance, des contacts un peu inespérés, et puis c'est pas les mêmes budgets non plus du tout. Mais c'est pas non plus les mêmes dimensions. Donc nous, la première fois qu'un musée nous a demandé, on avait un peu la pression parce que remplir 80 mètres carrés, c'est facile. Remplir 300, on arrive avec nos petits panneaux. Tout d'un coup, ils paraissent rikiki. Alors que d'habitude, tout le monde nous dit « Ah, c'est grand quand même, c'est volumineux. » Bon, voilà, c'est un peu nous qui étions dans le ah, c'est grand quand même, c'est volumineux. Bon. Donc voilà, mais ça, on développe ça depuis 3-4 ans et ben, ça marche. Et j'aimerais quand même qu'on déconstruise un certain nombre de... Alors je ne sais pas si c'est des clichés ou de légendes quand on parle de bibliothèque et de médiathèque. Toutes ces structures, même si elles dépendent de pouvoirs publics, ne disposent pas, on le disait, des mêmes moyens et des mêmes compétences. Élise, vu ton expérience de 13 ans au sein du Centre de l'Illustration, que constates-tu de l'approche des expositions au sein de ces structures-là ? Et de quoi faut-il être consciente et conscient ? Alors, je dirais que ça progresse. C'est-à-dire que quand moi j'ai démarré il y a 15 ans, monter des expositions de manière professionnelle en bibliothèque, c'était pas tout à fait encore ça. C'est-à-dire que ce soit pour des questions juridiques, que ce soit pour le fait d'avoir de l'aide pour de la régie ou de dire qu'il y a des choses, voilà, que faire une affiche avec une image, en fait, on ne peut pas changer la couleur de l'image, on ne peut pas recadrer sans demander l'autorisation, on peut pas... il faut mettre le nom de l'illustrateur quand on prend une image pour faire une affiche, voilà, même quand il est invité, a priori il est d'accord, mais il est quand même censé regarder l'affiche avant qu'elle soit imprimée, en fait. Voilà, tout ça progresse, et ce qui est bien, c'est qu'aussi la profession des bibliothèques, comme elle fait beaucoup d'expos, d'illustration, maintenant il y a des guides qui sont faits. Il y a la FIL, donc la Fédération de l'interprofession du livre, qui est un endroit où vous pouvez trouver des guides, en fait, comment monter une exposition en bibliothèque, etc. Il y a des formations aussi de plus en plus, notamment des formations qui incluent les questions de droit d'auteur, etc. Et donc, si face à vous, vous avez un interlocuteur qui fait quelque chose, ou qui commence à sous-entendre qu'il va faire quelque chose qui n'est pas réglo, selon vous, vous pouvez les renvoyer vers des guides qui ont été faits par leur profession, pour leur profession, et où c'est bien marqué comment on fait. Et si la personne face à vous, elle ne sait pas comment on monte une exposition, vous pouvez la renvoyer vers un guide tout prêt. Je donnerai les liens qui seront du coup sur les sites de Central Vapeur, comme ça vous pourrez les récupérer. Mais du coup, c'est ça qui est bien, c'est ça qui progresse, et il y a quand même une professionnalisation de l'exposition en bibliothèque qui se fait peu à peu. Par contre, comme le disait Claire, c'est sûr que si vous vous retrouvez à travailler avec un musée ou avec un centre d'art et après avec une bibliothèque, le choc est rude quand même. Hein. Je ne veux pas non plus mentir. Voilà. Après, moi, je travaillais dans le centre de l'illustration, c'était notre spécialité, et malgré tout, des fois, il y avait encore des tâtonnements. Du coup, j'ose espérer que ma présence dans les bibliothèques de Strasbourg a contribué à professionnaliser encore plus ces questions-là. Mais de manière globale, nos métiers se forment au montage d'exposition, au droit d'auteur, à la relation correcte avec les illustrateurs, mais pas seulement pour les expos, aussi pour les accueils de classe, pour les rencontres, etc. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas, il y a des guides maintenant, donc ça a quand même progressé. Mais c'est sûr qu'on n'est pas encore... on ne fera jamais des lieux comme les musées, puisque ce n'est pas notre cœur de métier. Hein, donc voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les bibliothécaires, les autoristes et illustratrices apprennent toutes et tous un métier en s'attaquant aux expositions. Alors, j'aimerais bien que vous répondiez à cette question de manière collégiale. Qu'est-ce que ça demande justement en termes de compétences et de moyens d'apprendre à faire ou à accueillir une exposition ? Vincent ? Alors, du coup, déjà, une fois qu'on a fait un livre pour créer quelque chose d'intéressant en exposition, c'est quand même un peu une autre façon de raconter les choses, de les montrer. Ça, c'est une chose. Après, c'est vrai que le fait de monter, diffuser des expositions, ça demande plein de petits savoir-faire qui sont assez loin de ceux du métier
d'artistes ou d'illustrateurs. Parce que ça va vouloir dire faire... nous, par exemple, nos expos sont vraiment en kit dans le sens où maintenant on ne va même plus forcément sur place pour les monter. Donc on fait un mode d'emploi, on a fait des expos qui sont montables, démontables comme des meubles Ikea. Mais du coup tout ça, faut le penser, il faut l'expliquer, le préparer. Et puis oui, il faut savoir monter une palette quand le camion arrive, que ce soit bien sanglé, machin. Il y a plein de trucs comme ça où on a l'impression de faire un autre métier le temps de quelques heures dans la journée pour pouvoir que l'expo soit possible. Voilà. Oui, du coup, moi, effectivement, je me suis occupée de cet aspect déjà fabrication. Alors, quand je place des expositions, on me dit quand même aussi que de temps en temps, quand personne n'a trop le temps, il faut que je fasse de la scie circulaire, par exemple. Donc, tout d'un coup, c'est des compétences qui me tombent dessus. J'y vais un peu à reculons, mais j'y vais quand même, et puis c'est intéressant. Donc il y a la fabrication en elle-même de l'expo qui prend beaucoup de temps parce que quand on a fait que de l'illustration avant, effectivement c'est vraiment pas le même métier. Une fois que cette exposition elle est fabriquée, il faut pouvoir en détailler le contenu pour des raisons d'assurance par exemple. Donc ça aussi nous on est un peu donné une valeur à une œuvre qu'on ne souhaite pas vendre, ça c'est quelque chose qui s'apprend aussi, on n'y pense pas forcément et puis au début on donne des sommes absolument dérisoires. Donc il y a tout cet aspect légal, administratif, il faut savoir faire un contrat pour dire qu'est-ce que ça couvre, comment, inventer une clause Covid à laquelle on n'avait jamais pensé avant, faute de pouvoir l'anticiper. Et puis tout ce qui est transport, qui est une part en fait non négligeable des expositions. Gérer les lieux d'accès, se renseigner sur les lieux d'accès de l'endroit où on va exposer sans l'avoir jamais vu. Effectivement, savoir fabriquer une palette, tirer un tire-pale sans cogner 15 fois les murs autour de ça. Ou fabriquer une bonne caisse de transport qui tienne quelques années, c'est pas... Aussi, voilà, et puis gérer le retour après. Et puis les guides de démontage quand on arrive à faire des expositions qui peuvent partir toutes seules, mais aussi se déplacer les week-ends, en semaine, à l'autre bout de la France pour monter une exposition en 24 heures chrono. Parce que les médiathèques, les personnels des médiathèques sont pas disponibles tellement plus quand ils sont là et quand ils peuvent aider. Donc c'est des compétences qui prennent du temps. D'un point de vue lieu d'accueil, les métiers qu'on a appris, comme dit, la base du métier de bibliothécaire, c'est d'acheter des livres et de les mettre à disposition du public. Donc quand vous faites de l'exposition, vous apprenez tous les métiers de la muséographie en fait, donc de la scénographie, de la logistique, du juridique, du financier, et puis aussi tout ce qui est de la communication et de la médiation, parce qu'on ne parle pas d'une expo comme on parle de livres. Et je sais pas on n'en a pas encore trop parlé, mais c'est vrai que par exemple, pour qu'une exposition marche, Claire le disait, il suffit pas de mettre des cadres sur des murs, mais il faut que ça raconte quelque chose. Et donc, les bibliothécaires, il faut aussi qu'ils apprennent à raconter une expo comme on raconte un livre, comme on raconte une histoire, pour que ça marche. Donc c'est aussi quelque chose de particulier. Mais c'est vrai que ça encore c'est la partie sympa et la partie facile. La partie la plus compliquée c'est la logistique. Moi j'ai eu des histoires j'ai eu les cadres qui sont remplis d'insectes et donc il faut trouver la solution avec des gens donc c'est le métier pour savoir comment est-ce qu'on va désinsectiser des cadres qui sont traités par quelqu'un et qu'on ne sait pas comment ils sont arrivés là, mais du coup on va essayer de sauver ce qu'il y a à sauver. J'ai eu le camion pour aller chercher des œuvres en Italie qui se retrouvent en panne au milieu de la voie rapide, juste à la frontière italienne. Heureusement, sinon l'assurance n'aurait pas couvert et donc vous devez trouver des solutions. J'ai eu la poste
qui donne pas les œuvres au retour à la bonne personne et l'illustrateur qui perd ses œuvres et du coup vous devez faire un recours légal contre la Poste pour justifier que non, l'illustratrice était bien l'enterrement de sa grand-mère, donc non, ce n'est pas elle à qui vous avez donné l'enveloppe et la signature que vous avez est fausse. Donc oui, on apprend plein de choses et on apprend vraiment avec les galères autant, mais pour le coup, les illustrateurs et le lieu d'accueil souvent apprennent ensemble. Alors que quand tu travailles avec les musées, eux, ils ont déjà 2 siècles d'histoire de grosse merde pour savoir quoi faire. Donc voilà. Mais on apprend aussi à prendre son téléphone et à appeler des collègues qui savent mieux faire que nous. Donc, voilà. Alors on va rentrer dans le détail juste après. J'ai juste encore une question parce que j'aimerais bien me faire le relais de Roland Gergen qui est régisseur au CEAC et qui n'a pas pu nous rejoindre, je le disais. Alors selon lui, il y a 2 approches, les éditions ou illustrations dont les tirages sont limités et celles qui sont des multiples. Il me disait que déjà dans leur manipulation ou leur dispositif de monstration, tout ça pouvait jouer. Élise, est-ce que tu peux peut-être un petit peu expliquer les choses ? Oui, alors comme disait Claire, il y a la question des valeurs d'assurance déjà qui va être complètement différente selon que vous prêtez quelque chose que vous pouvez refaire ou qui existe en plusieurs exemplaires ou selon que vous prêtez une pièce unique. Donc quand vous prêtez une pièce unique, il faut vraiment que la personne en face de soi, en face de vous, elle soit vraiment consciente que c'est une pièce unique en fait. Et donc, c'est, en termes de manipulation, en termes de valeur, c'est pas du tout la même chose. En termes de sécurité aussi, c'est pas pareil. Par exemple, il existe quelque chose de très simple, c'est des crochets qui permettent d'accrocher les cadres, qui ont un système de sécurité intégré en fait. Que quelqu'un peut pas juste prendre le cadre, soulever et partir. En fait, il y a un loquet de sécurité. C'est très simple à trouver. Et quand vous prêtez un cadre où à l'intérieur il y a un original, c'est mieux que derrière il y a ce type de crochet là en fait. C'est des choses voilà, de base, mais effectivement quelqu'un comme un régisseur dans un lieu d'exposition va tout de suite prendre ce genre de choses comme une évidence et dans sa manipulation et dans la mise en scène. Après c'est sûr aussi que du coup dans la mise en scène, quand on présente de la pièce unique, il faut que le public en soit conscient. Parce que c'est pas exactement pareil, mais en même temps, si vous décidez aussi de présenter quelque chose qui relève de l'expérience, avec du volume, etc., c'est pareil, il y a parfois de la manipulation, donc il est important s'il y a de la manipulation qu'il y ait quelque chose qui explique la manipulation, ou que ce soit tellement évident qu'il n'y ait pas de casse possible, que même la personne qui accueille le lieu, la pièce ne va pas se tromper de manipulation ou autre. Voilà, c'est vrai que c'est vraiment différent. Et moi, j'aimerais aussi j'ai un peu l'impression que toute cette différence de moyens qui peuvent être alloués à l'organisation d'expositions, différence de traitement, etc., il me semble que ça illustre assez bien le statut de l'édition et de l'illustration par rapport, par exemple, à l'art contemporain. Claire Perret, est-ce qu'on sent vraiment qu'on fait partie d'un petit monde de bisounours ? Oui, et puis justement, c'est à la fois cette économie de bout de ficelle un peu, on apprend alors que c'est pas du tout notre métier, parce que moi je suis illustratrice, je fais pas du tout de la régie, donc ça a un côté un peu frustrant de quand même avoir des demandes, des grosses envies de la part de lieux qui nous accueillent, de présenter notre travail, mais sans que les moyens suivent réellement. Enfin, on a l'impression qu'on doit toujours anticiper peut-être des problèmes ou des choses qui n'ont pas été pensées en amont. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et est-ce qu'on préjuge pas aussi, tiens, c'est des auteuristes, illustratrices, ils ont le sens de la débrouille, donc on va les laisser faire. Si, ouais. Je pense qu'il y a vraiment ça. Et je crois qu'on néglige aussi vraiment il y a clairement un gros budget, ça coûte, quoi. Même parce que tu parlais là justement des cadres, c'est facile de penser à un cadre à crochet, mais en fait ça coûte. Un cadre, c'est au minimum 30 €. Si on veut, en tant qu'illustrateur, on veut envoyer 15 images, est-ce qu'on les encadre nous? On envoie les cadres? Qu'est-ce que ça coûte après en transport? Enfin finalement, là je me mets en tant qu'illustratrice, combien on est prêt en fait à sortir de notre poche, même si c'est assuré, pour montrer notre travail, et ça a quand même un coût, une énergie
qui n'est pas du tout négligeable quand on connaît notre économie de bout de ficelle, justement. C'est un peu... c'est pas évident, quoi. Moi, les expositions chez 2024, ça permettait de dégager quand même ça permet de dégager un petit bénéfice et de payer un salaire, quoi. Donc, je suis là pour ça. C'est un budget qui est pensé pour tourner, qui est dédié. Mais dans le porte-monnaie ou la profession d'un illustrateur indépendant complètement, ça pose question, quoi. Ouais, pour réagir là-dessus, justement, du coup, nous, avec Agathe, on est dans un fonctionnement où on fait tout en autonomie, mais c'est un cas quand même assez particulier dans le sens où, justement, tout à l'heure, j'ai pas du tout parlé de la fabrication, chose que nous, on fait entièrement nous-mêmes. Il se trouvait que avant de commencer à faire des expos, j'avais déjà une pratique de volume, tout ça. Du coup, j'ai toujours été dans un atelier avec un espace avec des machines à bois à côté. Du coup, il était aussi en rez-de-chaussée avec des espèces d'espaces vacants qui maintenant sont des stockages d'expo, parce qu'en fait, une expo, une fois quand elle n'est pas installée quelque part, elle est dans une pièce et elle est énorme et ça prend vachement de place. Donc plein de trucs comme ça qui font que on a pu faire ça un peu tout nous-mêmes, alors que du coup, moi, j'ai rencontré d'autres illustrateurs qui aussi ont conçu des expositions. Et qui était dans une autre logique où ils se disaient ok, je vais faire fabriquer ça et donc il faut un designer, un ébéniste ou un partenariat avec une structure culturelle et donc qui parfois pensaient une exposition en se disant ok, il faut qu'elle soit presque préachetée ou commandée par 4-5 médiathèques juste pour rembourser le coût de fabrication. Et après seulement, elle va pouvoir tourner et on va dire commencer à être rentabilisée. Mais là, c'est vrai qu'il faut bien réfléchir dans quoi on se lance, parce que c'est quand même une organisation et des coûts assez gros. Si on doit payer quelqu'un qui s'occupe de fabriquer, quelqu'un qui réfléchit un peu enfin, il y a peut-être 5-6 métiers différents que... avec de la débrouille et un peu de chance et des circonstances, on peut se retrouver à réussir à faire à peu près tout soi-même, mais c'est finalement assez rare, je pense. Et donc c'est pour ça qu'il y a peut-être plein d'illustrateurs qui auraient envie, mais c'est pas si simple de se lancer. Et une fois qu'on a une seule expo, nous par exemple tout à l'heure, je reparlais du fait qu'on se posait la question de grossir ou non. Il y a un fonctionnement où à partir du moment où on a 3-4 expos différentes, il y a un roulement où ça n'arrête plus, quoi. Il y a toujours une qui intéresse tel lieu, puis l'autre qui part la semaine prochaine. Et là, on peut être dans une espèce d'économie où on va pouvoir avoir un espèce de stockage et puis le payer. Mais si on a une seule expo et qu'elle est louée une fois tous les 6 mois, et puis qu'il faut la stocker entre-temps, on ne sait pas trop quoi en faire et tout, ça peut être un peu plus compliqué aussi. J'aimerais quand même du coup signaler, alors vous avez, Vincent et Claire, appris sur le tard, vous assumez des compétences parce que vous avez aussi envie de les assumer parce que vous êtes dans un cycle qui vous le permet. J'imagine qu'il y a des autoristes, illustratrices qui auraient envie, comme tu disais Vincent, mais qui peuvent avoir peur de se lancer et qui peut-être ne savent pas comment parler de leur travail, comment le mettre en scène, comment le mettre en espace, etc. Donc il y a quand même une forme d'injustice peut-être, je ne sais pas si c'est le mot juste. En tout cas, est-ce qu'il existe des structures ou des personnes qui peuvent accompagner des autoristes, illustratrices qui auraient envie de se lancer dans l'exposition? Claire, peut-être? Franchement, à ma connaissance, Pour le coup, je connais pas très bien ce qui s'y fait et comment ça marche, mais j'ai entendu plusieurs fois parler un truc qui est à Tinqueux, à côté de Reims. Le centre de création pour l'enfance, en fait, effectivement, j'allais en parler. En fait, c'est une structure qui est donc à côté de Reims, et en fait, ils ont un régisseur qui est exceptionnel, et ils sont fans d'illustration. Ils font aussi un festival de poésie pour enfants. Et il se trouve que leur régisseur, il sait vraiment transformer de l'illustration en exposition.
Donc ils ont un certain nombre d'expositions qu'ils font par an, mais ensuite, une fois qu'ils les ont fait, c'est eux qui gèrent la location. L'exposition, c'est le centre de création pour l'enfance quand ils l'ont créé. Ensuite, ça rentre dans leur catalogue. Et ce régisseur-là aussi a une collection qui s'appelle Jeux d'enfants, jeux d'illustration. Enfin bref, il fait des jeux qui sont loués aux médiathèques en volume en bois aussi. Et donc c'est vrai que là, c'est vraiment quelqu'un qui a développé une compétence particulière. Après, c'est souvent le cas, cette histoire de... En fait, vous allez avoir des gens qui vont vous aider. Par exemple, il y a des résidences qui souvent débouchent sur une exposition. Troyes avait ça très longtemps, maintenant c'est moins le cas, mais enfin, il y en a d'autres. Mais il faut toujours faire attention au fait que souvent l'exposition, elle aboutit à appartenir à la structure qui l'a produite en fait. D'ailleurs, les bibliothèques départementales font ça aussi des fois. Et donc là, c'est une question de négociation de contrat aussi, parce qu'il faut bien prendre la mesure du temps de travail que ça va représenter, et qu'ensuite, la rotation, elle ne va pas forcément vous rapporter de l'argent à chaque itinérance de l'exposition, à chaque location de l'exposition. Donc ça, il faut quand même faire attention. Et Photoclino aussi a un concept d'exposition valise, mais l'avantage c'est que du coup vous faites leur exposition valise, mais tant que vous êtes là avec eux, vous apprenez aussi de leur expérience. Donc si jamais on se retrouve dans cette situation-là à co-créer une exposition avec une structure, il faut vraiment apprendre le maximum de cette expérience et être vraiment sûr financièrement que ça sera bien évalué si la rotation ensuite elle se fait au bénéfice de cette structure. Et tout à l'heure on parlait d'argent un peu, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se brader. Et même si on vous sollicite pour créer une exposition avec une structure, du coup, s'il y a des tirages, être sûr de récupérer les tirages pour pouvoir les faire tourner par soi-même après. Vraiment pas se brader, parce qu'il y a le fait de monter l'exposition, qu'on va vous demander de la scénographie, on va vous demander tout plein de documents textuels pour parler de votre travail, etc. Et en plus, par ailleurs, il y a aussi le fait que l'affiche ou le programme, je ne sais pas combien d'exemplaires il va être fait, il va y avoir des cartes postales, etc. Tout ça, c'est aussi du droit d'auteur. Donc, du coup, voilà, il faut aussi apprendre à avoir la juste évaluation de son travail. Et d'un point de vue pécunier sur la production d'exposition, c'est un métier, ça se rémunère. En vous sollicitant, en fait, il sollicite à la fois votre travail d'illustrateur et en même temps votre travail de producteur, en fait, finalement. Donc, c'est deux métiers. Donc, moi, j'ai jamais compris comment les illustrateurs s'étaient mis à faire la préparation de leurs images pour l'impression et du coup à faire le travail du photograveur sans avoir le salaire du photograveur en plus. Donc, faut pas que ça devienne la même chose pour les expos. Hein, voilà. Donc du coup il y a ça, et après toujours se dire qu'effectivement les valeurs d'assurance par contre c'est pas les valeurs de vente, donc gonflez bien les valeurs d'assurance, parce que c'est si jamais le truc était complètement détruit, vous allez perdre beaucoup de temps, d'énergie et parfois une pièce unique, donc il faut que ce soit très élevé la valeur d'assurance. Alors on rentre là dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a un montant minimum de location ou de vente? Quelle est la différence? Qu'en est-il du droit d'auteurisme aussi? Alors, moi, j'ai toujours eu des réticences à mettre un prix aux choses, parce que, comme dit, je suis bibliothécaire, c'est pas mon métier. Par contre, il y a de plus en plus de structures qui prêtent des expositions, etc. Et c'est assez facile d'avoir les prix. Donc, quand on vend une œuvre, nous, quand on achetait des œuvres au centre d'illustration, je fixais pas les prix moi-même. Je disais aux gens, allez voir les prix de la galerie Robillard, allez voir les prix de la galerie Daniel Maguen, allez voir les prix de telle ou telle galerie d'illustration pour estimer estimer votre travail d'après les prix qui sont pratiqués. Mais demandez pas à un bibliothécaire de fixer un prix, parce que franchement, ils ont tellement l'habitude de fonctionner avec peu d'argent que c'est pas une bonne base. Hein. Leurs salaires sont, en bibliothèque, on démarre en dessous du SMIC, le premier salaire en bibliothèque. Donc vraiment, c'est pas des gens qui ont une bonne estimation du prix du marché de l'art. Et ensuite, pour les expositions, c'est pareil. La galerie Robillard, ils font tourner des expos. 2024 fait tourner des expos. C'est possible de passer un coup de téléphone et d'avoir une idée des prix pratiqués. Sachant qu'en bibliothèque, par exemple, contrairement aux musées qui ont des durées d'exposition qui sont fixées par leur grand calendrier, etc., en bibliothèque, c'est à la semaine en général, et il y a un tarif dégressif plus vous prenez de semaines, souvent c'est ça. Mais si vous présentez vos œuvres très très longtemps, si c'est des originaux,
pensez à la technique que vous utilisez, parce que plus vous allez les exposer, plus ils vont disparaître, en fait. Je pense à des gens qui travaillent au feutre à l'alcool. Vous vous rappelez des dessins que vous faisiez à votre maman avec des feutres sur le frigo? Et ben, on les voit plus, ce sera pareil. Et même des illustrateurs très très réputés, Roberto Innocenti, il m'avait proposé une œuvre à exposer, et j'ai dit non, mais je vais pas l'exposer, la fée, elle est en train de disparaître, là, dans ton dessin, c'est de l'aquarelle, ça date des années 80, tu devrais plus la mettre nulle part, ce dessin, sinon dans 10 ans, on le verra plus, en fait. Donc il faut quand même y penser aussi. Est-ce que tu as un point de vue sur l'argent? Du coup, nous, peut-être, on a des demandes en termes de durée qui peuvent être assez variables, parce que une expo, parfois, elle va dans un festival qui dure 2 jours, mais dans lequel il y a 10 000 personnes. Et parfois, c'est la petite bibliothèque de la commune où il va y avoir 2 personnes par jour, mais elle va y rester 1 mois. Et puis des fois, des fois, ça tourne dans entre plusieurs communes. Donc en fait, on envoie l'expo, elle y reste 2-3 mois, et puis ils se débrouillent un petit peu pour que ça passe d'une ville à l'autre et tout ça. Mais en fait, nous, que ce soit pour un cas ou l'autre, le travail est quasiment le même, et il va falloir faire une facture, un contrat, préparer une palette, et surtout quand ça revient, tout ouvrir, regarder dans quel état c'est, réparer des trucs et tout ça. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, ok, donc même si c'est pour... On peut des fois louer une expo pour 2 jours ou une journée, mais on ne le fait pas à moins de 800 000 euros, machin, parce qu'on se rend compte que de toute façon, on va y passer presque une semaine à préparer, à échanger les coups de fil, plein de mails, parce que comment on accroche ça sur quel mur, l'espace, il est comment, qu'est-ce qu'on peut mettre et tout ça. C'est quand même pas mal de communication avant, de préparatifs juste avant d'envoyer, de trucs à vérifier quand l'expo revient, tout ça. Donc voilà, on a établi un peu un seuil où ça vaut pas le coup de faire moins cher que ça, quoi. Voilà, donner des fourchettes de prix, effectivement, c'est un peu difficile par rapport aussi à l'encombrement de l'exposition, de son volume. Nous, typiquement, comme nos expositions sont très volumineuses, on ne peut pas les faire partir sans qu'un technicien l'accompagne pour effectuer le montage. Donc souvent, on est très réticent à les louer juste pour 2 jours, parce que ça veut dire 3 jours de transport pour un technicien, souvent moi. Donc voilà. Et puis en réalité, même si c'est 2 jours de festival, il faut compter 1 semaine de transport à l'aller, 1 semaine de transport au retour. Donc en réalité, les œuvres, elles sont aussi mobilisées bien plus de temps que les 2 jours pour lesquels les structures louent effectivement les œuvres. Donc chaque fois, on se pose un peu la question de la mobilisation par un lieu d'aussi grosses expositions. Sur 2 jours, ça vaut pas forcément la peine. Donc généralement, en deçà d'1 mois, on ne fait pas, ou alors au prix fort, et c'est pratiquement le même tarif. Voilà. Nous, souvent, elles sont louées pour 1 mois, précisément parce que la logistique est assez lourde. Et après, ça a été plus, je crois que le plus, c'était 1 semestre complet, 6 mois pour une bibliothèque départementale, justement, qui elle-même, après, s'est occupée de la faire voyager dans 3 sites différents, dans 3 bibliothèques différentes du département. Et oui, du coup, les prix dépendent aussi beaucoup du contenu et donc de l'espace d'exposition. Parce que quand c'est une petite bibliothèque qui va pousser 3 meubles pour faire un peu de place et que du coup on peut envoyer très peu de choses, ça va être moins compliqué à organiser. Enfin, disons que les questions de qu'est-ce qu'on expose est vite réglées et il y a moins de choses à envoyer. Par contre, quand c'est un centre d'art ou un festival qui a des centaines de mètres carrés ou je ne sais quoi et qu'il faut envoyer l'expo, plus décrayon, plus un atelier, plus machin, ça fait plein de trucs à rajouter et forcément le prix va doubler, tripler. Et Claire, moi j'aimerais aussi qu'on parle de droits d'auteur. Alors vous, aux éditions 2024, vous reversez 20% aux autoristes dont les expositions, qui sont concernés par les expositions. Je crois que c'est une pratique assez exemplaire. Oui, je pense que ça n'arrive jamais. En fait, on s'est toujours tenu au fait que, effectivement, on sait très bien que pour avoir tous une formation d'illustrateur, en réalité, même les éditeurs sont sortis de l'atelier d'illustration. On sait à quel point c'est un métier précaire.
Et comme on demande quand même à nos auteurs d'être très présents dans la fabrication et la conception des expositions, on voulait vraiment que ce soit un outil supplémentaire pour eux, pour à la fois continuer à promouvoir le livre en réalité, tout en étant une vraie rentrée supplémentaire d'argent par rapport aux ventes de livres. Et effectivement, on s'est rendu compte que, comme tu disais Vincent, il y a certains livres dont les expositions tournent encore. Il y a un livre qui est paru en 2012, il continue à tourner, l'expo continue à tourner 2 fois par an. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est parfois dans les médiathèques ou les lieux qui exposent c'est des spectateurs avant d'être des lecteurs, et c'est des gens qui ne connaissent pas le livre et qui le rencontrent et qui du coup achètent, et le livre perdure comme ça parce qu'ils rencontrent un nouveau lectorat qui arrive Enfin, c'est des rencontres vraiment tout à fait fortuites, tout d'un coup, de lecteurs entre une œuvre qui en réalité est un livre, et le livre fonctionne presque comme un catalogue de l'exposition, et ça lui donne des jours supplémentaires de vie en médiathèque, en librairie. Et du coup, comment dire ? Ah, j'ai perdu ma question. Je vais y arriver. Comment est-ce qu'on négocie les droits d'auteurisme ? Parce que je sais qu'il y a aussi une pratique qui a cours dans tous ces milieux-là, c'est de dire « Ah bah on vous donne de la visibilité, donc c'est cool ». Sauf que non, il y a quand même toujours cette question de penser une exposition et des droits d'auteurisme. Comment on négocie tout ça ? Alors les droits d'auteur, nous sur les expositions, on les négocie jamais. Enfin, c'est une espèce de taux fixe sur nos expositions. On les fera jamais baisser en fonction de ce qu'on arrivera à obtenir du lieu qui loue. Après, on a un peu cette chance que quelque part nos expositions sont suffisamment spectaculaires et imposantes pour que les prix évoqués soit jamais vraiment discuté en réalité. Donc s'il y a une vraie une durée qui est vraiment très longue, on pratique les prix dégressifs effectivement de mois en mois, mais souvent j'ai pas tellement à insister ou à négocier pour que le prix annoncé soit réellement celui qu'on obtient. Élise, peut-être ? Alors, il y a un débat dans la profession, mais c'est un débat qui s'étend au musée, en fait. C'est pas que dans les bibliothèques. C'est la question du droit de représentation. Parce qu'en fait, donc, dans le droit d'auteur, il existe le droit de représentation. Alors, quand on parle de théâtre, c'est évident. Mais en France, jusqu'à présent, le fait de présenter des œuvres pour une exposition, c'est pas quelque chose qui est rémunéré au titre du droit d'auteur. En général, la rémunération, elle est plus vue comme on paye la prestation de service, qui est la conception de l'exposition, la mise à disposition, le matériel complémentaire, etc. Et en plus, on peut payer des ateliers, une rencontre, une visite, et éventuellement, en plus, on peut payer de la com sur la réalisation de l'affiche ou du droit d'auteur sur l'affiche. Mais du droit d'auteur pour le fait même de montrer des œuvres, ça crée vraiment débat. Et à titre d'exemple, dans les musées de Strasbourg, au musée Tommy Ungerer, si vous présentez des œuvres, vous n'allez pas toucher de l'argent juste parce que votre œuvre elle est à l'intérieur d'un cadre. Et c'est la pratique habituelle en fait. Alors il y a des associations professionnelles et il y a un vrai débat sur la notion de droit de monstration. Et donc de représentation, l'exposition étant considérée comme quelque chose qui pourrait se rémunérer au titre du droit d'auteur. Alors, à l'heure actuelle, je dirais que le débat il n'est pas vraiment tranché en cette faveur-là, dans la mesure où financièrement, face à vous, alors en bibliothèque, je parlais de Bisounours, mais c'est vrai que les moyens ne sont pas énormes, donc voilà. C'est vrai que c'est quelque chose qui devrait se résoudre au niveau des musées aussi, parce que voilà. Mais les œuvres d'art qui ne sont pas dans le circuit de l'édition, comme elles ne sont pas dans le circuit de l'édition, le monde du droit d'auteur est les moins concerné, enfin à part pour la com en fait. Donc c'est pour ça que c'est venu de manière détournée, parce que par contre dans l'édition, il y a quand même une vraie tension sur la notion du droit d'auteur, et donc quand tu lis le texte en détail, tu peux le lire comme ça effectivement, sauf que ça n'a jamais été le cas jusqu'à présent. Donc du coup voilà, c'est une vraie question qui se pose et qui n'est pas résolue, parce qu'en général le tarif il inclut le droit d'auteur, et
c'est vraiment perçu par vos interlocuteurs davantage comme de la prestation de service, parce que d'ailleurs, même dans la nomenclature des codes de marché public, etc., ce sera pas codifié en droit d'auteur, ce sera codifié en prestation de service. Et il me semble qu'il y a aussi un flou autour du cadre légal, c'est-à-dire que statutairement, certains auteuristes, illustratrices ou collectifs sont structurés en association. Là, va se poser la question de la récupération de la TVA. Là, pareil, comment on fait? Parce que finalement, j'ai l'impression que le cadre légal évolue trop lentement comparé aux pratiques réelles de ce monde-là. Clairement, enfin, bon, tout ce qui touche autour de l'illustration, etc., l'édition, le cadre légal est terriblement lent. Et je dirais d'ailleurs même que à la base, entre AGSA et Maison des artistes, à l'époque, quand j'ai démarré, en soi, si tu lisais les textes, c'était pas le même régime selon que c'était une expo ou pas. Et en fait, du coup, personne ne respectait. Alors, cela dit, si vous avez face à vous un bibliothécaire qui arrive à se dépatouiller de l'AGSA, enfin de l'URSSAF, tout ça, enfin c'est déjà super. Donc c'est vrai qu'il y a besoin, le fait de faire un pack et de louer ça comme un pack de prestations de services, ça facilite beaucoup. Et donc la bonne estimation du pack, c'est ça qui permettra que ça se passe le mieux possible, parce que du coup, même au niveau de la taxation, c'est plus simple en pack prestations de services. De mon point de vue. Claire, vous êtes structurée en société, donc ça facilite quand même aussi les choses. Oui, mais c'est ça, en fait. Nous, on fait vraiment un pack et le droit d'auteur, il est prélevé sur notre pack à nous. Sans apparaître en tant que droit d'auteur, Voilà, en fait. sans être payé séparément par la structure, parce que on pourrait imaginer que 2024 soit payé en prestation et que l'auteur soit pas payé à part par le lieu qu'il loue. Et nous, on s'est refusé à ça parce qu'en réalité, pour X raisons, l'auteur aurait moins touché, il aurait été taxé, il aurait eu une TVA et ça ne marchait pas. Donc nous, on paye nos auteurs après sur facture avec les taux les plus justes pour eux. Et pour en revenir à le côté exemplaire du droit d'auteur que nous, on reverse à nos auteurs, effectivement, c'est assez vicieux dans les contrats d'édition. Quand on fait un livre chez les éditeurs, très souvent, les expositions sont dans un lointain paragraphe, une sorte de flou d'embrouillamini qui dit qu'une exposition, c'est de la promotion pour le livre. Et ils font l'impasse complètement sur les droits d'auteur de l'exposition, ou alors on touche ce qu'on touche pour un livre, à savoir 3%, c'est ridicule. Et donc nous, on a vraiment voulu séparer les choses. Quel taux s'applique aussi? Parce que si on parle de livre, c'est 5,5, si on parle de... Oui, c'est ça, ouais. En parlant des contrats d'édition, il y a aussi souvent un article assez retors, enfin une lecture assez retors des articles, c'est de considérer, en fait, retors ou pas retors, parce qu'en fait souvent c'est marqué que la maison d'édition a des droits sur l'illustration telle qu'elle est dans le livre. Mais du coup, telle qu'elle est dans le livre, c'est retravaillé par le graphiste, c'est le fichier pour l'impression en fait. Mais du coup, moi ça m'est arrivé d'avoir des éditeurs, des très gros éditeurs, qui vont dire « Ah mais j'ai des droits sur les croquis ». Non, t'as pas du tout de droit sur les croquis, mon gars, et même, je dirais même plus, t'as même pas de droit sur l'image non retravaillée par le graphiste sans le texte inclus à l'intérieur, la planche telle quelle, t'as aucun droit dessus, puisque dans ton contrat, c'est bien marqué que c'est l'illustration du livre, en fait. Mais l'illustration du livre, c'est le fichier. C'est le fichier final, en fait. Donc là, des fois, mais bon, après, comme dit, au centre de l'illustration, on avait un dialogue avec les éditeurs où on pouvait pousser un peu sur ce genre de choses. Mais moi, je me rappelle d'un éditeur qui, par exemple, sur une affiche qu'avait fait Henri Galeron, donc un très grand illustrateur, pour l'anniversaire de la maison d'édition, il l'avait offert comme image pour un poster pour l'anniversaire de la maison d'édition. Et l'image originale, nous, on veut l'exposer 20 ans après. Et la maison d'édition dit « Ah non, faut nous reverser tant pour chaque impression, parce qu'on voulait s'en servir comme affiche pour l'expo, en fait. »
Et en fait, Henri Galeron me dit, mais ils m'ont même jamais payé. C'était un cadeau que je l'ai fait à mon éditeur, etc. Donc en fait, non, ils n'ont pas de droit dessus. Donc c'est vrai que les grandes maisons, il faut quand même relire la partie sur les expos, parce que c'est un produit dérivé. Comme si on voulait traduire votre album, comme si on voulait en faire une application, comme si on voulait en faire un film ou je ne sais quoi. Donc ça nécessite un avenant en fait, et c'est possible, et ça paraît pas déconnant de le demander, et que ce soit pas inclus dans un fourre-tout indistinct de promotion. Et de la même manière, les croquis, etc. Même sur des contrats standards de grandes maisons d'édition, quand tu lis vraiment le texte, si tu veux vraiment, oui, c'est l'édition, c'est le livre, c'est l'illustration du livre, donc ça inclut pas tous les croquis préparatoires, quoi. Et Vincent, Agathe et toi, vous êtes structurés comment? Vous avez quoi comme statut? Et l'un et l'autre? Alors, du coup, on a notre statut d'artiste-auteur, travailleur indépendant. On est resté là-dessus. On s'est posé la question à un moment de monter une association, une société ou quoi, pour gérer ces histoires d'expo. Parce que c'est vrai qu'on est dans un espèce d'entre-deux un peu bizarre. Au final, ça nous a semblé un peu rajouter une usine à gaz à un truc qui était qu'une partie quand même plutôt minoritaire de notre activité. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que on facture soit l'un, soit l'autre. Soit des fois, on demande en fait, si la structure est d'accord, de couper la facture en deux. Si on va louer un mois, par exemple, Agathe facture 2 semaines, moi je facture 2 semaines. Donc ça fait 2 factures avec une. Et du coup, nous, on facture des sessions de droit de représentation. Ce qui équivaut, en gros, quand on parle au téléphone des gens, on leur dit on parle de location pour un mois, et puis une fois que c'est écrit sur le papier dans la facture, c'est une session de droit. On met la durée, le lieu et tout ça. Et il n'y a que les frais de transport ou éventuellement du matériel d'atelier ou des choses comme ça qui vont être des petits frais annexes à côté, quoi. Donc c'est un petit peu... on a fait au plus simple pour pas avoir besoin de monter une structure dans laquelle après il y aurait de l'argent, donc on ne saurait pas trop comment la faire ressortir, ressortir ces budgets-là. Après c'est vrai que c'est quand même un micmac un petit peu pas toujours hyper simple. Légalement ça pose pas trop de problèmes, c'est plutôt du coup faut demander à la bibliothécaire est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous fasse 2 factures. Des fois, il faut 2 conventions, ou alors quand ils veulent pas, parce que c'est trop compliqué. Moi, je vais facturer une expo, Agathe va facturer la suivante, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, on essaie de rééquilibrer un peu les sommes. Voilà, ça va parce que on est ensemble tout ça, et que du coup, on peut gérer ce truc en pleine confiance sans que ce soit trop compliqué. Après, pour revenir un peu sur les histoires de budget, de négociation et tout, là, pour être à la fois illustrateur qui réalise des commandes, où là, il y a une vraie question de devis, de négociation, qui peuvent être un peu tendues à certains moments, où les gens vont tirer les prix vers le bas, et puis... je trouve que la location d'expo, en tout cas avec les bibliothèques, il y a un aspect où il y a rarement de la négociation. Souvent, en fait, ce qu'on comprend assez vite, c'est qu'ils ont un budget pour l'année, que plus nous on va être cher, moins ils vont pouvoir faire de trucs dans l'année. Et du coup on essaie de trouver, en tout cas pour les petites structures, c'est ce qu'on comprend assez vite. Des fois ils nous disent texto, on a 10 000 euros, il faut qu'on fasse l'année avec. Donc si on vous loue votre expo et que c'est la moitié du budget, en fait on va faire 2 trucs dans l'année et puis on n'aura rien à proposer à notre public le reste du temps. Et la plupart du temps, ils nous demandent c'est quoi vos tarifs. Ils regardent et puis des fois, désolé, c'est pas possible. On peut pas la louer. Ou ok, voilà. Mais c'est rare qu'ils essaient de nous dire est-ce que vous pourriez pas descendre de X euros. Il y a assez peu ce rapport-là, je trouve. Ce qui est plutôt... et il y a aussi, même dans les histoires de logistique, de tout ça, c'est souvent assez bienveillant. Quand il y a un petit problème, un truc, les gens vont pas nous être énervés contre nous parce qu'on aurait mal fait ceci, cela, ou je sais pas comment dire, ça se passe plutôt bien en général avec les bibliothèques. Ouais. Globalement, le bibliothécaire est un bisounours. Voilà, c'est des gens gentils quand même. Oui, moi je rebondis là-dessus. C'est vrai que j'ai jamais eu à négocier âprement les
prix annoncé. Parfois, j'ai juste eu un peu du chantage à l'atelier. Genre, on prend l'exposition seulement si vous pouvez animer des ateliers auprès du public. Voilà, ouais. Enfantin. Et si on parle de contrat, d'assurance, de transport, à quoi faut-il être vigilant et vigilante Claire, on en parlait hier, genre le transport par exemple, et s'il y a d'autres choses à dire, évidemment. Alors le transport, nous, c'est assez particulier parce qu'effectivement, en étant en société, je ne sais pas du tout comment ça marche quand on est illustrateur et quand on a le statut artiste-auteur. Ça, je sais pas, parce que pour le coup, moi, je ne l'ai jamais fait comme ça. Je suis toujours passée par les éditions 2024, donc avec un statut de société et avec une TVA à 20%, avec des gens en face de moi qui fonctionnent avec une TVA à 20%. Donc on arrive au niveau des comptes, c'est logique. Après, effectivement, nous, on a des expositions qui sont extrêmement volumineuses, donc on est obligé de passer par des transporteurs spécialisés avec des camions qui ont des haillons. Ça veut dire aussi que les lieux qui nous louent, il faut absolument qu'ils soient certains de pouvoir accueillir des palettes. Donc récemment, cette année, c'était la galère du transport. C'était invraisemblable. J'ai eu que des lieux qui pouvaient soi-disant accueillir des grosses expositions. Et puis pour finir, qu'il y avait une cour entière de gravillons sur laquelle un tire-pale ne peut absolument pas rouler sans s'enfoncer. Donc on a dû dépalettiser à l'extérieur toute l'exposition, qui peut être très problématique quand c'est en novembre et qu'il pleut et qu'il y a des originaux à l'intérieur. Donc il faut être vraiment vigilant à demander les conditions d'accès des lieux, les hauteurs de porte. On a pété une porte d'entrée dans une maison de la culture il n'y a pas longtemps. Des lieux qui accueillent du grand public et qui ont des marches, pas de rampe d'accès. Donc effectivement, nous, on a quand même une logistique assez lourde et qui peut vite devenir problématique. Oui, alors effectivement, nous on a fait le choix de travailler directement avec les transporteurs, donc je me suis toujours occupée du transporteur. Je sais que les médiathèques demandent parfois, comme c'est des communautés de communes où ils ont des partenaires en région, souvent en opposant nos devis. Le nôtre était plus compétitif, donc je me suis toujours occupée de ça. Donc ça veut dire des demandes de devis et s'occuper de l'enlèvement, un calendrier qui vient s'ajouter à l'allocation de l'exposition. Nous, du coup, nos expos, même si je pense qu'elles doivent être moins volumineuses que 2024, le fonctionnement a l'air quand même assez similaire, parce que de toute façon, ça passe pas par la poste et les transporteurs comme ça, parce qu'il y a des tailles de colis minimum qui sont beaucoup trop petites pour envoyer une expo, et même des poids minimum aussi. Et aussi, économiquement parlant, il existe des transporteurs d'art qui ont une petite camionnette, qui vont faire bien attention à l'expo et prendre que ça dedans et aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire de notre atelier au centre d'art. On a eu la chance d'avoir ça une ou deux fois quand c'était les lieux qui connaissaient et qui payaient ces personnes-là, mais ça coûte 10 fois le prix d'un transporteur classique. Donc sinon, à part ça, nous on passe effectivement par un transporteur qui transporte dans un énorme camion plein de trucs, qui va les livrer ailleurs. Et du coup, ça veut dire que notre expo, elle va être transférée d'un camion à un autre peut-être 3-4 fois avant d'arriver au lieu final. Du coup, les caisses et tout ça, au début, moi, je l'avais fait au plus léger pour pas que ça coûte trop cher à transporter et puis que les bibliothécaires aussi puissent Comme nous, on n'est pas toujours là, il y a cette question-là, c'est qu'il faut que sur place, des fois, il n'y a qu'une ou deux personnes, enfin bon, il faut au moins deux pour trimballer une expo, qu'ils arrivent à sortir les caisses, les ouvrir, les déplacer et tout. Donc, au début, on avait fait un peu au plus léger et puis ça n'a pas tenu bien longtemps. Donc maintenant, on s'est résolu à faire des grosses caisses en bois bien costauds, tout ça.
Et effectivement, on programme l'envoi aller et retour. Enfin, c'est nous qui demandons les devis, communiquons avec le transporteur, tout ça. En général, ça arrange plutôt les lieux d'expo qu'on s'occupe de tout ça. Donc j'ai l'impression que c'est assez proche de ce que fait Claire à 2024. Après, nous, un truc, du coup, quand il y a de la casse, ça c'est un peu un souci, d'une part parce que ça prend beaucoup de temps de réparer des caisses ou le contenu de l'expo. Et surtout, du coup, à chaque expo, un truc qui est assez important, donc c'est de fixer la valeur du contenu et être sûr que c'est assuré quoi, pour le temps de l'expo. Il est arrivé une ou deux fois nous qu'on réceptionne des choses qui étaient quand même pas mal abîmées où du coup on a fait jouer l'assurance. Par contre ça, moi je me suis retrouvé un petit peu embêté parce que pour pouvoir récupérer l'argent, il faut donner une facture de quelqu'un qui va réparer l'expo. En l'occurrence c'est moi. Et sauf que je suis censé, en étant artiste-auteur, facturer de la création, mais je peux pas faire une facture pour dire réparation d'un panneau d'expo. Enfin, c'est pas mon métier d'artiste. Donc ça m'est arrivé une ou deux fois de faire une facture avec je sais plus trop quel intitulé, à la fois pour que ça passe au niveau de l'assurance et que si j'ai un contrôle de la GSA ou de la maison des artistes, ça paraisse pas trop bizarre. Type restauration d'œuvres d'art ou quelque chose comme ça, mais bon, c'est du coup à chaque fois que ça s'est passé, j'étais un petit peu embêté par cette situation-là et je sais pas trop vraiment comment il faudra faire quoi. Enfin, en tout cas dans notre cas où c'est nous qui facturons directement en étant artiste-auteur. Pour l'assurance, c'est vrai que c'est quelque chose qui parfois est oublié, mais normalement quand vous prêtez une exposition, il faut systématiquement qu'au minimum une semaine, 15 jours avant, vous ayez l'attestation d'assurance en fait. Donc les petites communes peuvent paniquer quand vous leur demandez ça, alors qu'en fait c'est très simple. Il suffit qu'ils donnent la liste des œuvres avec la valeur d'assurance, les dates, etc. à leur compagnie d'assurance habituelle, de la compagnie qui assure les lieux qu'ils vont accueillir en fait, et de demander une extension temporaire. Quand c'est en dessous d'une certaine somme, c'est gratuit chez la plupart des assureurs, surtout quand c'est une assurance de lieu culturel. Alors bon, à l'Eurométropole, c'est particulier parce que l'Eurométropole est son propre assureur, donc c'est un peu particulier, mais normalement, donc c'est pas très compliqué à obtenir cette attestation d'assurance en fait, et normalement c'est un sine qua non, c'est-à-dire que si vous la recevez pas, vous envoyez pas parce que bon, ça veut dire que s'il y a un problème, ça va être compliqué quoi. Et comme dit, c'est pas forcément super compliqué. Après, effectivement, c'est quand il y a de la casse, je sais pas, je peux pas répondre à ta question. Oui, nous, quand il y a de la casse, je sais pas, le fait qu'on soit en société, je pense que ça rend plus simple les choses. Après, on est nous-mêmes nos propres réparateurs aussi. Donc ça passe. Je pense que le fait d'être en société, on peut facturer des choses assez diverses qui ne sont pas le cas d'un artiste. Ouais. Mais je pense qu'une association dotée d'un SIRET, un collectif, ça serait la même chose en fait. Ça facilite aussi quand même pas mal. Et moi, ça m'est arrivé dans d'autres cadres pour des achats, mais des illustrateurs tout seuls qui n'avaient pas de SIRET et qui, du coup, à l'Eurométropole, vous pouvez rien faire si vous n'avez pas de SIRET. Hein. C'est vraiment, ils veulent pas. C'est pas une obligation légale pour faire quelque chose d'avoir un SIRET, mais le numéro de sécu normalement suffit. Mais à l'Eurométropole, il y a cette pratique de si votre interlocuteur n'a pas de SIRET, vous pouvez rien faire avec. Et donc en fait, c'est vrai que le conseil qu'on donne, c'est à ce moment-là passer par un collectif, une structure de gens en qui vous avez confiance et qui se trouvent avoir un SIRET, parce que ça permet de faciliter quand même des choses à plein de niveaux. En fait, en vous écoutant parler, je me demande s'il n'y a pas une place à prendre d'une structure ou d'une personne qui prendrait en charge, peut-être pas tout, mais en tout cas en partie, puisqu'on disait tout le monde ne sait pas parler de son travail, tout le monde ne sait pas le mettre en espace, tout le monde ne sait pas négocier des contrats, tout le monde ne sait pas ce que ça implique, ce système d'assurance. Alors je fais un petit clin d'œil à Centrale Vapeur au passage, puisque je pense que ce serait par exemple quelque chose que Centrale Vapeur pourrait faire, mais effectivement, est-ce qu'il ne manque pas cet intermédiaire-là qui pourrait régler ces questions-là ? Alors,
enfin, la galerie Jeanne Robillard, par exemple, elle s'est créée comme ça. Parce que Jeanne, elle travaillait à la Maison du Comte. Bon, alors maintenant, la galerie Jeanne Robillard, ce n'est plus Jeanne Robillard. Elle a une autre galerie qui s'appelle Jolie Galerie, qui émane de l'activité qu'elle avait quand elle vivait en Australie. Mais du coup, elle travaillait à la Maison des Comtes. Il y avait plein d'illustrateurs qui étaient invités pour faire des expositions, etc. Elle a vu une place à vendre, non seulement sur la partie galeriste, mais en fait surtout sur la partie montage, location d'exposition et gestion d'exposition pour le compte d'illustrateurs. Mais du coup, en faisant la conception, en concevant les caisses, etc. Donc c'est vrai qu'il y a ce type de choses, ça s'est créé comme ça en fait. Et donc, Photokino, c'est un peu pareil, enfin, ça s'est aussi créé comme ça. Centrale Vapeur a eu des expositions itinérantes aussi, un peu, qui maintenant, pour l'une en tout cas, est la propriété de la BNU. Oui, j'allais dire aussi, il y a effectivement quelques structures qui existent et qui montent et qui louent des expos pour des illustrateurs. Quand je parlais tout à l'heure d'exemple moi j'avais rencontré une illustratrice qui avait à un moment fait une ou des expos avec une structure comme ça. Elle en était un petit peu revenue parce qu'elle était déçue peut-être de l'état dans lequel étaient finalement montrées les choses qui s'abîmaient et étaient peut-être pas trop réparées et tout. Du coup, l'illustratrice était un peu déçue, elle avait fini par essayer de faire plutôt par elle-même des choses, quoi. Et nous aussi, on a une expérience, en fait, notre expo Cache-Cacheville, alors c'est un peu un drôle de truc, mais on l'a nous-mêmes, qu'on gère. Mais au départ, quand on avait eu cette envie de monter cette expo, comme on savait que c'était long à construire, que ça coûtait cher, tout ça, on s'est lancé aussi parce qu'on était en partenariat avec Electronica, qui est une structure culturelle en Bretagne, avec qui j'avais déjà bossé pour faire des expos, mais événementielles, qui duraient juste pour le temps du festival. Et ça, c'est une structure qui a un catalogue d'expos, mais plutôt axé art numérique, art contemporain. Donc, en l'occurrence, elles ont une version de notre expo. Enfin, en gros, nous, on a deux exemplaires, et eux, ils en ont une qui tourne en Bretagne. Et ils s'occupent par contre exclusivement du côté diffusion, c'est-à-dire contrat et montage, quoi. Parce que la conception, enfin le design de l'expo et même la fabrication, on s'est occupé de tout avec Agathe et on leur a envoyé, et puis depuis X années ils l'ont et ils la font tourner. Mais au final, pour nous, c'est très peu intéressant parce que même si le pourcentage n'est pas ridicule, finalement elle tourne beaucoup moins que ce que nous on arrive à la faire tourner. Et puis bon, donc oui, comme on n'a qu'une petite part finalement du gâteau, bon, l'un dans l'autre, si ça n'existait pas, ça changerait pas grand chose, quoi. Claire, peut-être. Je t'ai vu réagir pendant que Vincent parlait. Non, c'était peut-être plutôt quand Élise parlait, je sais pas. Non, c'est vrai qu'au début, avec Centrale Vapeur, on avait des velléités de développer cette branche exposition, mais c'est très lourd. Après, c'est peut-être d'autant plus lourd qu'on est très nombreux à être adhérents, donc très nombreux à avoir envie de montrer notre travail, sans savoir le faire complètement. Donc c'est difficile en fait de trouver, il faudrait trouver une espèce de plateforme, quelqu'un dédié, mais je n'arrive pas à savoir quel serait le bon format effectivement, comme une galerie, comme une galerie qui proposerait les expositions. Après par contre ce qui pourrait se monter c'est un module de formation. Effectivement, comme il y a des modules de formation à la compta, à la facturation, un prochain volume d'exposition pour les nuls, c'est vrai que ça pourrait dépanner, ou alors, c'est un peu l'objet de cette table ronde aussi, hein, c'est d'aller dans cette direction-là. Après, devenir plateforme de facturation et de logistique, c'est vrai que ça demande un poste dédié. Enfin, je veux dire, 1, 2, 3, si en plus vous voulez faire, comme dit tout à l'heure, tu parlais des compétences en menuiserie, etc. Il y a expliquer comment on conçoit une expo, et puis il y a tout le matos qu'il faut. Si c'est juste des cadres, si c'est
cadre, plus du volume. Enfin là, par exemple, je sais pas si vous avez été voir l'exposition Fourmiville, mais enfin voilà, enfin ça c'est le genre d'expo qui plaît beaucoup dans les bibliothèques et ailleurs, parce que c'est interactif, parce que tout ça c'est super. Par contre, la possibilité de casse, de prêt, de quelque chose comme ça, c'est voilà, c'est super important et tout ça. Donc oui, selon les formats, c'est vraiment c'est un autre métier et Centrale Vapeur a déjà beaucoup de cordes à son arc. Je voulais réagir, mais je sais plus trop. Je suis désolée. Mais non, peut-être aussi pour dire que justement, nous il y a un moment où on avait un peu projeté l'idée que ça allait nous faire un revenu un peu en arrière-fond qui permettait de se consacrer à la création avec un peu moins de soucis financiers, tout ça. Finalement, c'est vrai que le ratio temps passé et prix de location, il a un peu ses limites aussi, parce que justement, alors il y a effectivement un nombre incroyable de bibliothèques en France. Nous, on est étonnamment surpris dans le bon sens. 16 500. Ouais. Mais en fait, c'est pour ça que je pense que on n'a que 2-3 expos et ça fait des années qu'elles tournent. Et des fois, c'est des micro-villages où vraiment ils poussent 3 meubles et ils arrivent et on est étonné qu'ils arrivent à trouver un budget de quand même raisonnable pour louer une expo et ils se donnent les moyens, tout ça. Donc ça, c'est super. Mais finalement, c'est vrai que, moi là, je suis arrivé à un moment où finalement, si au niveau création, commande d'illustration, tout ça, ça tourne bien, j'ai presque plutôt intérêt à plus trop m'occuper des expos et à faire ça, parce que j'y passe quand même beaucoup de temps et on loue pas une expo 15 000 €. Voilà. Après, il y a la question aussi de c'est quoi le métier de l'illustrateur maintenant, parce qu'en fait, il y a quand même, on demande aux illustrateurs de faire de plus en plus de choses. Enfin, ils ont remplacé le photograveur, ils sont leurs propres communicants, community managers de leur propre image, ils sont médiateurs, ils sont animateurs, ils font plein de choses. Ils peuvent devenir leur propre éditeur. C'est quand même, c'est devenu un métier quand même. Les bibliothécaires sont les couteaux suisses cinéma, musique, jeux vidéo, jeux de société, illustration, littérature, la totale. Mais l'illustrateur, c'est un sacré couteau suisse aussi. Et du coup, c'est vrai que 2024, c'est des illustrateurs qui sont devenus éditeurs. Toi, tu es une illustratrice qui consacre une partie de son activité à la gestion d'exposition. Mais à un moment donné, il faut aussi, rester qui on est. Si on a choisi cette profession, c'est aussi pas forcément pour devenir un tourneur. Et du coup, dans notre cas, effectivement, nous, au moment de concevoir l'expo, j'étais super excité de me dire je vais construire des maisons de 1,60 m, les gens ils vont regarder ça, ils vont se promener dans un petit village. J'étais aussi excité en imaginant un projet de livre ou un projet créatif. Quand je l'ai fabriqué ou qu'on a imaginé des choses avec Agathe et tout, c'était un vrai processus créatif qui est très intéressant. C'est vrai qu'une fois que l'expo elle existe depuis 3-4 ans, que ça fait 30 fois qu'on l'envoie et qu'on ne fait plus que des cartons, mettre des trucs dans des papiers bulles et gérer des palettes, il y a des moments où je me dis, l'espace d'une journée, je fais le même métier que les mecs dans les hangars d'à côté qui envoient des colis. Et c'est pas dingue quoi. Donc il y a aussi ce côté-là un peu. C'est le moment où tu la revends à une structure en fait. Ouais. Quand tu en es lassé, tu la revends. Donc, et du coup, oui, justement là, c'est le moment où il faut bosser sur le prochain livre ou la prochaine expo. Et voilà, mais n'empêche qu'elles existent toujours, ça serait dommage de ne pas les faire tourner. Mais effectivement, par exemple, hier, on a eu une demande d'une bibliothèque départementale pour nous acheter cette même expo. Donc on se demande, est-ce qu'on la refabrique ou est-ce qu'on leur donne un des exemplaires parce que voilà, il a fait sa vie. Voilà. Alors juste pour info, Élise, tu parlais de l'exposition Fourmiville. Elle a lieu à l'atelier 2012 au 4 quai Finkmat, si vous voulez donc avoir un bon exemple de ce que les bibliothèques aiment. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? C'est toujours le moment fatidique où personne n'ose lever la main. Ah aussi, waouh! Ouais, il y en a 2. Bonjour, j'écoute depuis derrière en faisant 2 activités, c'est pas mal. Mais par contre, les réseaux sociaux, comment on les voit du coup? Comment vous les voyez? Parce que moi je suis juste indépendant tout
seul, mais justement, je suis là pour apprendre. Et comment vous, les professionnels, du coup, vous voyez ça? Comment on voit les expos ou comment on voit la présence des illustrateurs sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, comment eux, ils agissent Alors, les bibliothèques sont pas toutes les structures les plus connectées de la Terre, hein, déjà on va le dire tout de suite. Après, quand vous avez des bibliothécaires qui s'intéressent à l'illustration, il y en a de plus en plus en France, hein, c'était une des choses qu'on évoquait par ailleurs, mais c'était quand vous prêtez à une bibliothèque, enfin quand vous cherchez à démarcher, vous avez un projet d'expo, elle est déjà à peu près ficelée, elle est clé en main, et vous dites, bon bah maintenant je vais trouver des lieux où la vendre, soit pré-prod, soit post-prod. Et bah, essayez de voir des endroits où ils ont déjà accueilli des expos d'illustration, comme ça ils vont pas faire n'importe quoi, et a priori ils sont déjà un peu pumped up pour ça, donc ça devrait être sympa. Et donc non, en général eux ils sont connectés et ils suivent l'actualité des illustrateurs sur les réseaux sociaux comme n'importe quelle structure qui s'intéresse maintenant à l'illustration. Mais les réseaux sociaux sont-ils un bon relais justement pour promouvoir une exposition? C'est peut-être un petit peu ça la question, je sais pas. Ouais. Nous, on débarque complètement dans les réseaux sociaux. 2024 est nul pour ça. Ça fait 1 an qu'on s'y est mis. On est bien content. Il y a quelqu'un qui est dédié à ce poste parce qu'on Vincent a dit à droite, moi aussi. Donc c'est nouveau et en fait ça marche un peu. Donc c'est dommage qu'on s'y soit pas mis plus tôt. Après, pour les expositions en particulier, c'est pas très flagrant comme différence, sachant que on loue nos expositions au réseau de lecture publique la plupart du temps. En fait, c'est plutôt le réseau de lecture publique ou les municipalités qui se chargent de faire la communication. Donc, en tout cas, pour ce qui concerne les expositions, la différence n'est pas flagrante d'être présent ou non sur les réseaux sociaux. L'intérêt, c'est de pouvoir dire aux gens allez voir à tel endroit, vous la verrez monter. Pour vous rendre compte de la place que ça prend. Vous pouvez avoir une photo avec un enfant à côté, avec un adulte, comme ça leur donne une échelle. Voilà. Ça permet qu'ils se rendent compte un peu, parce que ça, c'est toujours la même chose. Et après, le bibliothécaire, par contre, il y a des trucs genre, il y a des groupes spéciaux pour les bibliothécaires entre eux, on a nos propres hashtags, etc. Mais du coup, ça veut dire que si le bibliothécaire fait sa com, tous ses potes bibliothécaires vont le voir, et du coup, vous allez avoir un coup de téléphone de quelqu'un qui a dit « Hey, j'ai vu que vous aviez fait une exposition à tel endroit, je veux la même chose. » Voilà, parce qu'après, le bibliothécaire est grégaire, donc ils se parlent entre eux. Ils ont leur propre revue professionnelle où ils parlent des expositions entre eux, et ils ont leur propre hashtag où ils voient des trucs entre eux. Donc, du coup, voilà, ça peut être c'est un réseau, voilà, on se parle entre nous, quoi. Et puis, soit dit en passant, savoir prendre des photos d'une exposition, c'est une compétence que nous n'avons pas toujours non plus. Donc, mettre en valeur une exposition, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, d'ailleurs, c'est aussi un métier, en fait. Voilà. Tout récemment, on a fait appel à un photographe professionnel et effectivement, les photos sont bien droites et pas floues. C'est d'autant plus difficile pour nous qu'en l'occurrence, on a des expositions de au moins une qui se passe dans l'obscurité totale. Alors pour en faire la promotion, c'est pas évident. Mais voilà, oui, effectivement, jusqu'à présent, on s'est un peu débrouillé comme ci, comme ça. Avec les photos du photographe, c'est mieux. Alors, il y avait une autre question juste derrière moi. Je vais essayer de me souvenir de ma question. Non, vous parliez de vous former sur le terrain, de comment est-ce que vous construisez vos expositions, comment est-ce que vous les faites de sorte qu'elles soient montables, démontables. En fait, vous apprenez ça vraiment par vous-même, par vos expériences, ou vous allez voir d'autres personnes qui ont fait des expositions et vous apprenez de ces personnes-là, vous allez voir des menuisiers, parce qu'il n'existe pas grand-chose sur Internet pour avoir des plans d'exposition, ce genre de choses. Alors, dans mon cas, alors des formations et tout, je sais pas du tout. Mais par contre, effectivement, bon, moi, dès le départ, depuis que je suis étudiant, j'ai un peu un pied dans l'illustration et un pied dans le design et tout ça. Et du coup, construire, fabriquer des choses et des objets, ça m'a toujours intéressé. Donc, j'ai un peu appris sur le tas, mais aussi aidé par d'autres gens, notamment, j'ai longtemps partagé, et même encore maintenant, un atelier avec Arnaud Phoenix, qui est designer,
qui a eu des machines à bois et tout ça quand on était au Bastion, là, les ateliers de la ville de Strasbourg, et maintenant dans notre atelier à la Méno, c'est un peu la même configuration. Il y a 4 ébénistes, et puis moi j'ai un bureau à côté avec d'autres dessinateurs, designers, tout ça. Et je passe à travers les machines à bois tous les jours, je regarde ce que font les autres, et des fois je découvre une façon de faire, une technique, un truc. Et du coup, par exemple, nous, pour les panneaux qu'on a fabriqués de ces différentes maisons qui s'assemblent les unes aux autres pour tenir debout et créer un petit village, c'est justement Arnaud Félix qui m'a dit « Ah, mais tu connais pas ce système avec telle machine et telle quincaillerie de telle marque, machin, tu pourrais faire un système super facile. » Du coup, là, une aide extérieure de quelqu'un qui connaît bien, ça aide. Et après, il y a aussi, je pense que si on a envie de fabriquer soi-même, il y a une idée il faut avoir un intérêt, une motivation pour ça. Moi, je sais que dans la conception de l'expo, penser les choses en volume, faire les dessins, tout ça, ça m'intéresse. Mais même aussi trouver le bon matériau pour les panneaux, le système de fixation, que ça tienne debout, que couper du bois avec des machines et tout ça, ça me fait marrer et ça m'excite autant à certains moments en tout cas. D'où le fait que ça finit par fonctionner, parce que ça me gêne pas de passer du temps à penser un truc pour qu'il soit démontable, pas trop lourd, fabriquer une pièce et tout ça, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu de tout. Faut un peu de débrouille, de l'intérêt personnel et aller chercher des infos de gens du métier. C'est aussi votre cas aux éditions 2024. Vous êtes des bricolos. Ouais. Et puis il y a un atelier juste à côté là qui permet aussi de fabriquer des choses, quoi. Un atelier bois, effectivement, avec des machines. Mais du coup, ça veut dire qu'on n'est pas toutes et tous égales et égaux face à la construction. En revanche, ça veut peut-être dire qu'à un endroit, peut-être qu'il faudrait créer un annuaire ressources vers lequel les illustratrices pourraient se tourner lorsqu'elles ont besoin de quelqu'un qui fabrique les décors, de mettre en espace. Ça, c'est peut-être une éventualité. En tout cas, c'est un peu un rêve d'illustrateur, je crois, d'avoir un local où du matériel, des matériaux et des outils soient à disposition. Il y a des Fab Labs, mais bon, c'est toujours les conditions d'accès sont pas forcément évidentes. C'est un réseau un peu particulier. Est-ce qu'il en faut un dédié aux illustrateurs? Je sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est un peu un rêve, je crois. Élise? C'est vrai que le fait qu'il y ait des makerspace et des Fab Labs qui ont poussé un peu partout, ça aide quand même. Il y a des matériaux tech aussi maintenant. Moi, j'ai le souvenir d'un illustrateur avec qui on avait fait une expo, donc c'était ses originaux dans des cadres. Par ailleurs, lui, il y avait tout un dispositif de stickers en fait pour habiller l'espace, pour rendre le mur blanc sur lequel était le cadre. Il y avait des éléments d'illustration qui sortaient. Et en fait, du coup, il a contacté, il habitait pas du tout à Strasbourg, il a contacté le Shadok qui était à côté de la médiathèque Malraux. Il leur a dit: j'ai besoin de faire des lettres vinyliques, j'ai le fichier sur mon ordinateur, je veux que ce soit du vinyle rouge. Ils ont trouvé un créneau et en fait, il a fait découper ces lettres vinyliques juste avant de venir à la médiathèque où il les a placées en fait. Et c'est vrai que du coup, on s'est dit, en fait, il suffisait qu'à chaque lieu, il trouve à proximité l'endroit où faire découper les lettres vinyliques et ça pouvait fonctionner comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même besoin de penser un peu en volume. Et après, peut-être que quand on est en école, c'est vrai que ça paraît pas forcément le truc à faire, mais c'est vrai que finalement, faire un stage dans une structure qui fait des expos ou c'est un peu. Des fois, moi, je me dis, j'aurais dû faire mon stage de 3e chez un serrurier. Comme ça, je payerais pas super cher quand je m'enferme à l'extérieur. J'aurais appris le coup de main. Et du coup, je me dis, en fait, peut-être que les illustrateurs à l'école, ils devraient se dire, tiens, je vais faire 3-4 jours de stage parce que j'ai pu avoir une convention de stage parce que je suis à l'école dans une structure qui fait des expos parce que ça pourra toujours servir pour apprendre à faire le truc, quoi. Alors, petite question, bonjour. En fait, le son est super bien. Oui, alors c'est une question très technique.
parce que je suis pas du tout une bricoleuse, mais j'ai eu à faire des expos dans des lieux qui sont pas conçus pour, comme des librairies ou des bibliothèques et tout. Et moi, je trouve qu'à chaque fois, il y a un truc qui m'embête, c'est la lumière. Et est-ce que vous avez trouvé des solutions pour ça? Parce que souvent, c'est des lieux où l'éclairage n'est pas du tout fait pour mettre en valeur une œuvre. Et c'est un peu un de mes questionnements, c'est comment est-ce qu'il y a des je sais pas, des types de spots que je pourrais me procurer, qu'on peut mettre un peu partout, qui sont particulièrement bien pour l'éclairage. Est-ce que vous tenez compte de ça, par exemple, chez 2024? Est-ce que dans le kit, il y a de l'éclairage? Pas souvent, parce que l'électricité, c'est une partie à part, en plus. Dans certains lieux, ça demande un brevet spécifique qu'on n'a pas, et on va pas s'amuser à faire une attestation, on va pas s'amuser à faire ça. Et puis on fait des expos plongées dans le noir, sinon comme ça on s'embête pas. Voilà, je rigole. Non, vous avez jamais eu ce problème-là d'avoir votre super expo qui est hyper mal éclairée, on voit rien et c'est. Si, alors les seuls trucs, c'est de temps en temps on a des micro-spots flexibles qui sont assez moches, mais qui ont le mérite de se mettre un peu partout. Mais non, effectivement, nous, on n'a jamais réglé ce problème-là. Dans certains lieux, il y a des régisseurs qui accompagnent, qui font bouger les spots au plafond et qui sont vraiment dédiés. Mais sinon, effectivement, dans des librairies ou certaines médiathèques qui sont vraiment dénuées de tout, à part de néons et de moquettes moches, non, on s'en sort pas trop. Et deuxième question, est-ce que les verres UV, ça marche vraiment pour protéger les dessins ou pas? En fait, ce qui abîme les dessins, c'est pratiquement plus la lumière de la lune que la lumière du soleil. Donc déjà, voilà. Alors, par contre, du coup, quand vous prêtez une expo, ça peut être pas mal que dans le contrat, ce soit marqué de fermer les stores la nuit. Parce qu'en fait, du coup, des fois, la bibliothèque, elle est fermée le dimanche et le lundi, et votre illustration, elle va rester en plein soleil tout le dimanche et tout le lundi, alors qu'ils auraient juste dû appuyer sur le bouton pour fermer le store. C'est un truc con, hein, mais voilà. Et de la même manière, quand il y a des choses dans une vitrine, de dire, c'est bien de mettre un drap sur la vitrine, en fait. C'est vraiment penser l'exposition pour les nuls, hein, face à vous, c'est parfois ça. Moi, j'ai déjà exposé dans les expositions itinérantes où ils n'avaient pas de vitrine. Donc en fait, ils ont pris les urnes électorales qu'ils ont retournées. Vous savez, c'est en plexi. Et pour être sûr qu'on nous pique pas les livres qui valaient super cher, du coup, les livres d'artistes, c'était un carnet de croquis de Marion Duval. Donc en fait, on avait au fond de l'urne, on avait mis un carton neutre, on avait le dessin de Marion, et comme en plus elle ferme à clé, donc en fait, vous aviez l'urne électorale par-dessus. Non, mais c'est pas déconnant, hein, c'est pas déconnant. Mais voilà, donc fermer les stores. Moi, j'ai refusé de prêter une expo parce que c'était à Lyon, pourtant c'était à la fête du livre jeunesse de Villeurbanne. Mais l'espace, en fait, c'était un aquarium où on pouvait absolument pas fermer les stores ni rien. Donc c'était un original de Gaëtan Dorémus qu'on est les seuls à avoir. Donc on leur a fait une repro haute qualité plutôt que d'envoyer un original parce que c'était 15 jours d'exposition en plein soleil, pleine lune. Donc on savait que l'aquarelle, elle n'aurait pas survécu. Donc voilà. Après, pour la lumière, j'ai déjà fait changer les spots dans un lieu d'exposition parce que les spots étaient à 15 cm de l'œuvre et ils avaient des lumens à fond les ballons. C'était pas des diodes. Donc la diode, c'est mieux qu'autre chose. C'est moins agressif. Et tu peux leur demander de mettre des ampoules plus basse intensité. Et sinon, tu peux mettre du diffuseur un peu devant, mais ça dépend des modèles de spot. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. C'est une question à propos des assurances. On prend quoi? On prend quelle assurance? À quel prix? Quelles conditions? Ça, c'est très ouvert, mais je vais parler d'un truc plus personnel. J'ai une expo là cet été et on m'a demandé à moi une attestation. Alors, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je prends une attestation sur ma responsabilité civile ou est-ce que je leur dis mais c'est à vous de faire une attestation, pas à moi? Sachant que eux, c'est une association, je ne sais pas. J'avoue que pour moi, d'un point de vue même de bon sens, tu prêtes ta voiture à quelqu'un, c'est la personne qui va la conduire à ta place qui doit être assurée. C'est pas toi, en fait. Enfin, non, c'est la dit.
effectivement, si cela dit, il y a peut-être la voiture, c'est peut-être un mauvais exemple. En fait, je sais pas conduire, alors c'est un mauvais exemple. Mais du coup, non, pour moi, effectivement, c'est le lieu d'exposition qui assure. Et c'est d'ailleurs l'assurance, elle est de clou à clou en général. Mais on n'a pas parlé de cette expression-là. Mais de clou à clou, ça veut dire que c'est assuré du moment où ça quitte ton local. Donc tu mets l'adresse de ton local et comme ça inclut le transport. Justement, ça revient au clou qui est dans ta maison. C'est de ta maison à ta maison, mais à partir du moment où ça passe le pas de la porte, c'est plus toi en fait. De porte à porte. Voilà, c'est ça. Ouais, mais l'expression pour les assureurs, c'est de clou à clou. C'est du clou sur le mur. Donc en fait, techniquement, c'est même tu enlèves le truc, il tombe sur ton carrelage, mais il est plus sur le clou du mur. C'est déjà l'assurance du lieu d'expo normalement. Enfin, après ça, c'est les assureurs se battraient entre eux sur ça, mais voilà, pour moi, c'est normalement le lieu d'expo qui assure, donc je suis un peu surprise. Pour moi, je pense que en fait, dans les assurances d'expo, j'ai l'impression qu'il y a deux choses. Il y a assurer les contenus de l'expo au cas où il s'abîme, et dans ce cas, effectivement, c'est plutôt au lieu qui va exposer de prendre en charge cette assurance, et c'est à lui de te prouver en tant que propriétaire de l'expo qu'il a bien assuré en t'envoyant une attestation. Par contre, c'est vrai que nous, dans les conventions, les contrats, des fois, ils nous demandent d'avoir plutôt une assurance responsabilité civile en cas d'accident. Si le contenu que toi, tu proposes peut blesser quelqu'un, on nous a déjà demandé une attestation d'assurance. Sachant que nous, on a toujours conçu les trucs en carton, hyper allégé, machin, et que je vois absolument pas comment quelqu'un peut se blesser avec ça, on n'a pas pris d'assurance. Mais c'est un peu jouer avec le feu, mais bon. Disons que le jour où j'ai changé d'avis là-dessus, le jour où j'ai commencé à faire des sculptures en métal et des machins, où là tu te dis, ok, si ça se pète la gueule, je peux handicaper quelqu'un, donc j'ai intérêt à prendre une assurance pour me protéger au cas où ma création, si elle est mal conçue ou mal entretenue ou je sais pas quoi, va pouvoir mettre en danger quelqu'un. Mais c'est deux choses assez différentes, quoi. Nous, c'était clou à clou. J'ai rien eu à prouver d'autre que ça. Ça fait déjà plus d'1h30 qu'on échange. On va peut-être mettre fin à cette table ronde. En revanche, après, si vous souhaitez discuter avec les intervenants et intervenantes, n'hésitez pas. Je pense qu'ils se feront un plaisir de répondre à vos questions. En tout cas, Élise Canaple, Claire Perret, Vincent Godot, merci à vous trois. Alors le festival Centrale Vapeur, les rencontres de l'illustration et le salon continuent. Le salon c'est jusqu'à demain et aura lieu à 16h30, donc bientôt un atelier de tatou éphémère. À 17h, une table ronde sur le projet Invisible Lines et une belle programmation jusqu'au 31 mars en général. Bon après-midi et merci encore.